Alors, je voudrais un peu cette année, dans le cadre du séminaire que je fais, séminaire mensuel, je voudrais continuer à avancer en direction de, je ne sais pas quoi exactement d'ailleurs, hein, parce que plus exactement, je sais que je ne sais pas quoi. Mais il s'agit bien effectivement d'avancer dans une perspective qui ne va pas de soi, en quelque sorte. Alors j'ai intitulé ça, bon, c'est comme ça que ça m'est venu, hein, Vie de psychanalyste ténor. Alors vous entendez bien évidemment la question du vide, bien sûr, dedans, et c'est quelque chose de particulier qui est apparu là dans les années qui viennent d'avoir lieu, à savoir et que j'ai comme ça nommé psychanalyste ténor. Bon, il y a des psychanalystes, ça existe évidemment, qui parlent de l'opéra et peut-être de la voix de ténor, hein, bien sûr. Ce que j'essaie, moi, c'est de partir de l'expérience que j'ai en tant que ténor, et en plus ténor dramatique, une voix très particulière qui, je ne suis pas le seul à le dire, hein, Domingo, dans une interview qu'il a fait pour une revue d'opéra, magazine Opéra, il y a 3 ou 4 ans, oui, 3 ans, 4 ans, il disait que, effectivement, on est bien obligé de constater que les voix dramatiques, ou le dramatique de la voix, tout ça, c'est des choses qu'on va un petit peu aborder, hein, eh bien, c'est quelque chose qui, justement, dans notre modernité, était de plus en plus rarissime, pour ne pas dire maintenant que ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui fait, il y a déjà ça, effectivement, qu'est-ce qui fait que ce quelque chose-là de particulier, qu'on peut reconnaître dans la voix qui chante, qui s'approche à partir d'une certaine technique, qu'est-ce qui fait que ce dramatique, drama en grec, ça veut dire, bien sûr c'est quelque chose qui pose la question de l'opéra, l'opération, de l'œuvre, hein. Qu'est-ce qui fait que ce dramatique soit en quelque sorte gommé de plus en plus dans notre modernité. Et en conséquence, et sans doute, je dis en conséquence parce que ça me vient comme ça, mais peut-être que c'est justement tout à fait opportun de le dire comme ça, en conséquence, c'est-à-dire ce qui suit, sequere en latin ça veut dire suivre, en conséquence, qu'est-ce qui fait que il semble quand même qu'on soit de plus en plus nombreux à le constater, les voix de chanteurs d'opéra, soit de plus en plus questionnées sur le plan de leur efficience, c'est-à-dire que il apparaît de plus en plus, enfin j'ai vu ça sur un article qui parle des représentations au Metropolitan, au Met, là-bas à New York, et qui montre que bien, les voix, notamment les voix aiguës, pas seulement, enfin les voix aiguës sont amenées à éprouver ce qu'on appelle, c'est dit comme ça évidemment pour la communication, pour ne pas dire évidemment ce qui est en jeu, hein, sont fatigués. Il y a quelque chose, mais il faut les mettre au repos, comme on dit. Qu'est-ce que ça change le repos, hein? Il y a quelque chose effectivement dans la voix de la fin, oui on va dire, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et plus particulièrement de la voix lyrique, il y a quelque chose qui semble, on aura l'occasion d'en parler, semble ne plus pouvoir se dramatiser, s'opérer. Je rappelle, le drame c'est l'opération, étymologiquement. L'opéra c'est l'opération, évidemment. Qu'est-ce que cette opération-là met en jeu? Alors, je reviens sur vie. Il ne s'agit pas effectivement de faire l'autobiographie, c'est pas ça du tout, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de faire ce qui est à la mode. Hein. La mode, c'est toujours... ce qui est à la mode, c'est toujours quelque chose qui est, en quelque sorte, trompeur.
il s'agit de prendre en compte ce qui chez un être parlant, je dis pas chez un humain, parce qu'un humain on sait plus bien ce que c'est maintenant, hein, sauf à partir à nouveau de l'étymologie, l'humus, c'est-à-dire la terre, ce qui vient de la terre, sauf à prendre en considération ce qui vient de la terre. Et nous sommes des êtres qui nous mettons assis debout, notamment on chante debout essentiellement, je parle debout, c'est-à-dire que je suis accroché en quelque sorte à la terre, et de cette position de la terre est quelque chose qui va pouvoir traverser, ou non, traverser le corps qui m'habite, ou que j'habite. Tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre. Pour autant que ce corps-là, évidemment, n'est pas ou est transcendé. Toute la question de trans, là, quelque chose qui traverse. Hein. Ce corps-là, ce corps anatomique que j'ai bien appris, je suis médecin, donc je sais de quoi il s'agit. Hein. Un peu plus, je pense que... Mais ça ne donne pas grand-chose. Sauf que, bien sûr, actuellement, on revient là-dessus, c'est-à-dire, vous savez, tout le recours... non pas l'anatomie, maintenant c'est la génétique. Hein, le grand truc des fortunes à venir maintenant, c'est les renseignements génétiques. Pourquoi? Parce que les laboratoires voudraient avoir tout ça pour fabriquer évidemment les médicaments qui correspondent au génie génétique. Alors, le problème c'est que le génie génétique, je ne sais pas bien où il va, sauf que vraisemblablement, il part à volo. Ce qui soutient, par contre, ce qu'il en est du psychanalyste, je dirais du ténor, les chanteurs d'opéra, ils n'ont pas grand-chose à dire d'ailleurs là-dessus. Ou alors s'ils ont à dire, ils ne le disent pas hein, vraiment, ils ne savent peut-être pas comment le dire, ils sont complètement préoccupés par ce qu'ils chantent, et aussi par les agréments, mais aussi les désagréments d'une carrière. Hein. C'est pas simple, hein. Quand on est réduit, parce que c'est ça finalement, hein. On ne le sait pas au début, mais quand on est réduit à être identifié à une voix, qu'est-ce qui se passe le jour où, effectivement, la voix qu'on appelle la voix lyrique ne s'absente. Telle une fugitive, elle disparaît. Ou du moins, elle ne répond plus présente, comme si elle avait rencontré quelque chose, alors que jusque-là, tout se passait bien, je veux dire, il n'y avait pas de difficulté. Il n'y avait pas de difficulté pour chanter, notamment les aigus, mais, quand on a l'expérience, et ça je peux en témoigner, quand on a l'expérience du chant lyrique, on sait que pour chanter des aigus, surtout si on a une voix assez puissante comme celle que j'ai, celle de ténor dramatique, il importe d'avoir effectivement un médium très large et bien sûr des graves aussi très larges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement pour chanter les aigus, il n'y a pas uniquement comme ça une voix belle, douce, angélique, etc. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut que ça repose sur quelque chose. Eh bien c'est pareil la vie, on pourrait dire. Et puis dès qu'on parle de la vie, on parle de la survie. C'est-à-dire de ce qui est sûr. Sûr. Mais sûr, attention, hein, sûr, c'est pas le sûr au sens habituel. Qu'est-ce qui est dessus? Dessus. Mais aussi bien, qu'est-ce qui est... donc si on met dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est, comme on dit, dessous, hypothèse. Une hypothèse, une sup, un sub. Le sur, c'est aussi le sub, hein, bien sûr. Hein. C'est le sub, sans le dire, on pourrait dire, qu'est-ce qui est supposé. Donc je disais, la vie, ou vie, j'ai pas mis la vie d'ailleurs, j'ai mis vie. Comme autrefois, on pouvait trouver cette dimension-là dans ce qu'on peut appeler par exemple la vie des saints, ou la vie de tel ou tel personnage. On n'est plus là maintenant, on est dans la diffusion. On appelle ça Internet, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Sans aucune compétence, voilà. Et on ne peut pas l'empêcher. Et on ne peut même pas l'enlever quand on est
soit même sujet à l'insulte, à ce sot, saltus, à l'intérieur, in saltus, l'insulte. Et alors, bien sûr, le problème, il est que quand l'insulte nous rencontre bien en nous, est-il possible de faire un saut en dehors? C'est un peu ça la question la question plus particulièrement, je pense, des voix aiguës, pas seulement, parce que cette exultation, hein, pensez à l'arrivée d'Othello, là, dans l'opéra de Verdi, exultate. Il commence par chanter ça. Donc, la dimension de cette vie, de cette survie, pose à chaque être parlant que nous sommes, la question d'une tension, c'est-à-dire d'un nouage qui ne peut que se créer, attention, ça n'est pas donné. On pourrait dire que la vie est l'histoire, donc s'il y a une histoire, mais une histoire avec un grand H, hein, c'est pas les événements, hein. Avec un grand H, hein, c'est pas des petites histoires qui peuvent nous arriver, hein. Donc ce nuage ne peut que se créer. Ce serait ça. Le vivant, et non pas le vivant au sens anatomique, physiologique, génétique, tel que l'époque actuelle nous rabat les oreilles en quelque sorte. Hein. Et on est là-dedans, mais alors je ne sais pas si on en sortira, mais enfin c'est comme ça. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce vivant qui n'est pas on pourrait dire ce mort-vivant, cette dimension où l'humain, en quelque sorte, dort, quoi. Oui, oui, l'imaginaire, l'image de notre période actuelle. Je suis pas contre, hein, je dis un peu ça parce que parfois ça suffit, quoi. Bon, enfin, j'ai connu autre chose, hein, il y a 30, 40 ans. Bon. Et plus, qu'est-ce que c'est que cette image, cet imaginaire en or, cet imaginaire où tout le monde dort, en quelque sorte, où il faut tous être conformes. Si vous dites quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est attendu, ben vous êtes persécuteur. Voilà. Formatation, formaté, la forme. Quand j'ai fait psycho il y a longtemps, là, c'était vers les années 60-70, là, on parlait bien comme ça de la psychologie, de la forme, la gestalt. Je viens contre, après tout. Mais, on en parlait quand même d'une certaine manière, pas tellement en termes d'avenir, mais c'est quand même ce qui est arrivé. Hein. Ben voilà, ça va, comme je le disais tout à l'heure. À volo, qui sait écrire encore correctement volo? C'est pas une histoire de veau, hein, même si cette dimension de transhumance est courante et fréquente. Revenons donc au vivant, à la vie. Psychanalyste ténor, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai. Eh bien, ce que je peux dire, à partir de mon expérience, ben c'est ce qui m'a fait. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis complètement subversif, là. C'est ça, un psychanalyste, hein. C'est pas quelqu'un qui explique, évidemment. Celui qui explique, c'est un psychologue. On a même dit que c'était un psychologue des profondeurs, là. Il explique, il donne des raisons que l'on n'a pas. Mais c'est toujours de la psychologie. Le psychisme n'est pas la psychologie. Le psychisme, il faut bien trouver des mots, hein. La psyché, en grec. Bon, là, je sais pas, là, du tout, pas du tout. Le psychisme, c'est quelque chose qui touche à son savoir. Pour le psychisme, si on veut, c'était une expérience. Ce savoir, c'est celui qui anime l'expérience de discours. Ouais. Le discours. Le discours, c'est quelque chose qui est bien parti, là, en quelque sorte. Hein. Qui est parti dans le fait qu'il faut être univoque maintenant. Le discours, c'est ce qui mange l'équivocité. C'est ce qui fait que si je dis 2, je crois que je dis peut-être 1 plus 1, mais au niveau phonétique, 2, ça peut s'écrire aussi D''. Le nœud, évidemment, ça peut s'écrire nœud, mais ça peut s'écrire, c'est le nœud, le nouage. Et nous,
UD, etc. Et tout joue autour de cette équivocité, c'est-à-dire que quand je pense dire quelque chose sans le savoir, je dis aussi autre chose. Et il faut surtout pas essayer de savoir ce que je dis, parce que l'important c'est la polysémie. Ben, ça nous ramène à la musique, voilà. Et ça nous ramène là à l'expérience que j'en ai, parce que j'ai été traversé par ça. Hein. Ben, je vais pas en faire non plus mon histoire. Hein. J'ai été traversé par ça, c'est-à-dire que ce que j'ai rencontré très tôt, moi, comme je le dis des fois, enfant de curé, j'étais au séminaire, ce que j'ai rencontré très tôt, c'est quoi? C'est la façon dont les pères de l'Église ont abordé c'est quelque chose qui est venu, qui était toujours là, bien sûr, mais qui est venu, en quelque sorte, mettre en question. Mais pas mettre en question pour le supprimer. La parole divine. Hein, puisque c'est comme ça qu'on dit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Là. In principio erat verbum. Oui. Psychanalyste, il dit, puis le ténor aussi, pour dire au commencement, avec Lacan, et le 3. Et c'est étroit, cette affaire-là. C'est une porte étroite, devant laquelle le soi-disant vivant, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le mort-vivant, habituel, ne cesse de reculer. Il ne peut pas franchir le quoi? Le seuil. Le limen. Il ne peut pas sublimer. C'est ça, un peu que dit Freud. Il y a un seuil à franchir. Et comme quand on rencontre ce seuil, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre notre rapport à l'angoisse. Et comme on s'est développé, évidemment, en mettant en place une espèce de cage dans laquelle on va rester pour ne pas être touché par l'angoisse, jusqu'à ce que, ça c'est la clinique du psychanalyste, hein, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que des failles apparaissent dans cette boîte, mais ça peut arriver d'ailleurs depuis le début, hein. Et que si ces failles apparaissent, évidemment, alors, des symptômes apparaissent. Des symptômes qui sont liés au fait que les mécanismes de défense peuvent plus ou moins bien, effectivement, gérer cette dimension de l'angoisse, et qu'il y a comme ça un prix à payer, qui est celui du symptôme. Alors que si, et là c'est la dimension du psychanalyste, c'est énorme, si il plonge dans le trou, cette trouvaille, ce trou dans lequel plonge Don Juan, dont j'ai déjà parlé, dans le final du Don Giovanni de Mozart, ce qui m'a réveillé, un jour à l'opéra. Alors que, donc, si ce quelque chose-là n'est pas considéré comme suprêmement angoissant, et devant lequel, c'est pas conscient tout ça, évidemment, ça fonctionne tout seul, et devant lequel il n'y a plus qu'à reculer, hein, et bien là, on plonge dans ce trouvaille, un peu comme le trou d'un volcan, d'où quelque chose peut, effectivement, vous voyez bien le moment de l'insulte, là, le saut dedans, hein, d'où quelque chose peut exsulter, autre chose que la lave. Hein, que la lave, comme ça, qui est venu recouvrir tous les habitants de Pompéi. Hein. Un jour, mais c'est quand même une image, bien sûr, il y a l'histoire, telle qu'elle est racontée, hein. Mais ce qui est intéressant, je l'ai déjà dit, à Pompéi, au-delà de tout ça, tout ce qu'on peut nous raconter, c'est la villa des mystères. Hein. Les mystères, voilà, les mystères. Les mystères, c'est aussi les mystiques. Et ça nous ramène à cette dimension de la parole divine, dans laquelle les mystiques sont toujours en permanence, en doute. Dubito ergo sum, Descartes, début du XVIIe. Apparition du siècle des Lumières en Occident. Et c'est pour ça que va apparaître ultérieurement la psychanalyse. La psychanalyse intervient parce qu'il y a eu les Lumières. Elle ne contredit pas les Lumières. Mais la pensée était tellement forte, effectivement. Hein. Et pourtant, dans une petite note, j'ai déjà dit ça, et là quand le souligne, dans une petite note, là, comme ça, adressée à son maître, Isaac Beckman, Descartes dit, quand je monte sur la scène du monde
comme j'essaie de le faire, comme chacun de nous essaie de le faire. Larvatus prodeo, parce qu'on écrivait en italien, en latin. Je m'avance, larvatus, masqué. Larvatus prodeo. Il y a un masque qui est nécessaire, mais ce n'est pas un masque pour cacher quelque chose. Ce qu'on apprend avec l'expérience, je crois plus particulièrement du chant lyrique, moi c'est ce qui m'a touché, hein, c'est que avant de se lancer pour chanter, bientôt je vais pouvoir mettre des enregistrements, j'attends d'être tout à fait au point à peu près, d'Aria, de Verdi, Puccini notamment, hein, des grands opéras. Eh bien, quand on apprend à chanter, ce qui est en jeu rapidement, c'est le fait que faut partir comme ça avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la position habituelle avec laquelle on parle. C'est ce qui se passe au niveau on dit de la gorge, hein, au niveau du carum. C'est-à-dire que toute la partie du visage, comme ça, là, ça descend comme ça, particulièrement, et on parle, il faudrait parler comme ça en permanence, en mouvement de bas en haut. Alors, je ne parle pas de la respiration abdominale, évidemment, qui est très importante, mais de telle façon qu'il faut concentrer au maximum une très grande pression pour que les cordes vocales qui viennent se joindre là, elles puissent vibrer au maximum. De telle façon qu'un certain son apparaisse. Le dramatique nécessite cette technique, mais la technique ne suffit pas. Alors, et je vais m'arrêter un peu là-dessus aujourd'hui, je pense que j'en ai assez dit pour cette première approche. Hein. C'est quand même étonnant, quoi. Qu'est-ce que l'opéra, le drame, l'opération. Donc vous voyez, l'opéra, je ne parle pas de la mise en scène, j'y connais rien du tout, puis c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la voix. Pourquoi? Parce que je suis psychanalyste, parce que le petit homme, hein, eh bien, il y a un certain moment, effectivement, il accède à la parole. On n'est pas parlant, on n'est pas fini. Il y a quelque chose, il y a un trou. Il y a le trou dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est un trou qui va permettre des trouvailles. Or, alors que on entend, l'enfant entend, pas écoute. Il n'écoute rien du tout. Hein. C'est ça la position du psychanalyste. Hein. Dieu sait si on me le reproche. Il y a même des avis sur Internet insultants là-dessus. Enfin. Ils savent pas ce qu'ils disent, ceux qui mettent ça, parce que finalement, ils savent même pas que ça existe, le transfert. Le transfert, c'est quand même autre chose. Hein. Bon, enfin, bref. Laissons ça, laissons ceux qui sont endormis, puisqu'ils veulent pas se réveiller. Hein. Bon. Eh bien, dans cet imaginaire, comme ça, là, qui dort, qui nous endort, hein, et qui nous fait croire, bien sûr, qu'on est réveillé, évidemment. Eh bien, il y a quelque chose quand même, là, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui, d'assez étonnant. Prochaine fois, je pense que je parlerai un petit peu, justement, de ce qui a traversé l'histoire du christianisme et du catholicisme, mais finalement, quelque chose qui est quand même étonnant, quoi. Je pense à une phrase de Lacan, là, qui dit que les vrais catholiques sont inanalysables. Évidemment, c'est une provocation. Vocare. Pour bien montrer en évidence la dimension de la voix. La dimension de la voix, c'est ça la provocation. Il y a quelque chose d'autre. La voix n'est pas ce qu'on entend. Il importe d'entendre, mais c'est pas ce qu'on entend. Parce que si c'était ce qu'on entend, on pourrait évidemment enregistrer de façon exacte. Ça, c'est aussi le rêve de la science. Un Dieu lire, comme dit Lacan. Hein. Ah oui. Un Dieu lire par rapport à ce que j'essaie de soutenir. Ça ne veut pas dire du tout que c'est un délire, évidemment. Bon. Un Dieu lire, c'est mieux, parce qu'il y a Dieu là-dedans. C'est Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas lui qui nous a créés, c'est nous qui l'avons créé. Et on l'a créé, évidemment, à notre image. C'est pas lui qui nous a créés à son image. C'est ce qu'on m'a raconté pendant des lustres. Et il y a des lustres, on a toujours raconté ça quand j'étais au séminaire. Et puis un beau jour, évidemment, j'ai envoyé tout ça ailleurs. C'est très précis, hein, c'est au vœu perpétuel de ma sœur aînée religieuse, quand elle a dit pour toujours. Pour toujours. À jamais! Donc vous voyez que la question du toujours, c'est le trou. C'est quoi finalement le trou? Ben, c'est la mort. Et ce qui est étonnant, c'est que ces voix aiguës, justement, qui sont si singulières, soprano, dramatique, colorature,
c'est léger, soprano léger aussi, mais plus particulièrement les voix quand même dramatiques, c'est-à-dire qui sont plus charpentées, plus charnelles, plus sexuelles, plus incarnées. Ou ténor, hein, pareil, dramatique. Eh bien, ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ces voix... Ce que l'opéra met en jeu, quand même, en général, c'est qu'elles ont un rapport avec la mort, puisque, évidemment, il n'est pas rare que, vers la fin de l'opéra, eh bien, ces voix-là, elles soient mises à mort. Pourquoi? Il y a quelque chose là-dedans, c'est pas uniquement tuer, bien sûr. Il y a quelque chose qui nous intéresse. C'est de la rencontre de la mort. On ne peut pas la rencontrer soi-même, et on dit quelque chose d'un être cher, très cher, que quelque chose peut advenir. Et c'est de ce lieu-là dont je vais essayer de parler cette année. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter à présent. Voilà. Je vous dis bonne journée et on se retrouve dans un mois à peu près. Voilà.